Bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse sur les résultats 2011 d'AXA. Plusieurs dirigeants du groupe sont sur scène, à commencer par Henri de Castres, président directeur général d'AXA, qui va nous parler des faits marquants de l'année 2011, et Denis Duverne, directeur général délégué, qui nous présentera ensuite la performance financière et le bilan du groupe. Plusieurs autres membres de l'équipe dirigeante sont également présents. Jacques de Vaucleroy, patron de la région Europe du Nord, centrale et de l'Est et de la ligne globale Vie, dont il présentera les résultats, et Jean-Laurent Granier, patron de la région Méditerranée, Amérique latine et la ligne globale Dommages, dont il nous présentera également les résultats. Véronique Veil, Chief Operating Officer du groupe, et Nicolas Moreau, seront directeur général d'AXA France, seront également disponibles pour répondre à vos questions à l'issue de la présentation. J'en profite pour les personnes qui nous suivent en ligne, pour leur rappeler qu'elles auront la possibilité de participer à la séance questions-réponses, évidemment aussi. Je vous remercie pour votre présence ce matin, à l'ancienne ou virtuellement, et laisse la parole à Henri de Castres. Merci Garance. Bonjour à tous pour cette séance de présentation des résultats annuels 2011. Alors, quelles sont d'abord les caractéristiques de l'année 2011 pour nous et quelles conclusions est-ce qu'on en tire sur notre performance? 2011, clairement, a été une année de choc et de bouleversement. Et dans cet univers relativement secoué, il est clair qu'AXA a résisté, il est clair que le navire est solide et que nous continuons de tracer la route vers les objectifs d'Ambition AXA. Pourquoi un monde incertain? Parce qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont affecté nos clients, qui ont affecté nos affaires. La crise de la zone euro, à laquelle nous pensons tous parce que nous la vivons au quotidien, qui s'est accompagnée d'un ralentissement de la croissance économique, mais aussi aux États-Unis, tous les débats qu'il y a eu sur la dette américaine, l'incertitude sur la reprise qui est en train de se lever, et puis des chocs forts, des chocs physiques comme le tremblement de terre au Japon, les inondations sévères en Thaïlande, les tremblements de terre aussi en Nouvelle-Zélande, des chocs naturels, des chocs économiques, des chocs politiques qui ont rendu le monde dangereux et incertain, mais auquel AXA a montré qu'il savait résister parce que dans cette année de choc, notre résultat opérationnel progresse, même si cette progression est modeste, puisqu'il atteint 3,9 milliards. Notre résultat net, lui, est en forte hausse, puisqu'il atteint 4,3 milliards d'euros. Et cette solidité des opérations dans une période de crise nous permet de maintenir le dividende stable pour nos actionnaires, ce qui est un signal fort dans l'environnement actuel. Alors, un mot sur ce que veut dire notre activité pour nos clients. La résistance et la solidité d'une institution comme la nôtre, c'est particulièrement important parce que nous prenons des engagements de long terme à l'égard de nos clients. Et dans ces engagements de long terme, il y a notamment la capacité à être là si les choses, d'une manière ou d'une autre, se dégradent pour eux. Et c'est bien ce qui a pu se passer pendant cette année de bouleversement. Il me semble particulièrement important et symbolique de noter que c'est aussi l'année où nous avons franchi la barre des 100 millions de clients. Ce qui montre à la fois que les clients nous font confiance et que nous sommes capables de continuer à en gagner de nouveaux dans une période dans laquelle ça n'est pas le cas pour tout le monde. Pourquoi est-ce que nous arrivons à gagner de nouveaux clients? Parce que nous remplissons ou nous délivrons sur les promesses que nous leur avons faites. Pour vous donner une idée de ce que veut dire au quotidien notre activité pour ces clients, nous avons l'année dernière versé 18 milliards d'euros d'indemnités pour couvrir leurs dommages.
Donc, s'il y a une contribution à la stabilité économique, à la croissance, à la réparation des dégâts ou des accidents, c'est bien celle du secteur de l'assurance. 18 milliards d'euros qui ont été transférés à nos clients pour leur permettre de faire face aux difficultés qu'ils traversaient. Nous avons versé, au-delà de ces 18 milliards d'euros, 10 milliards d'euros d'indemnisation, de contribution en santé et en prévoyance. Donc, là aussi, des sommes très importantes qui montrent le rôle que nous jouons pour maintenir l'activité économique ou pour maintenir le développement. Dernier exemple, sur le troisième grand segment de notre activité, à côté du dommage et à côté de la santé et de la prévoyance, en assurance vie, eh bien, l'épargne de nos clients, par les intérêts qu'ils ont perçus, a augmenté de 5,5 milliards d'euros. Donc vous voyez, dans une période incertaine, nous faisons notre métier, c'est-à-dire que nous faisons de la prévention, bien sûr, mais nous faisons aussi, quand nos clients traversent une période difficile, notre travail de stabilisateur. Ceci est possible grâce à l'engagement des équipes. Il n'y aurait pas de bonne qualité de service, de confiance des consommateurs, de performance financière, s'il n'y avait pas un engagement fort des équipes. Malgré les difficultés auxquelles elles ont à faire face au quotidien, eh bien, cet engagement reste fort. L'enquête que nous faisons annuellement montre un taux d'engagement de 75%, ce qui nous positionne particulièrement bien par rapport à la moyenne des grandes entreprises. Je pense que nous sommes à ce niveau-là parce que nous avons un dialogue social qui est un dialogue social actif. J'en donnerai un exemple en Europe, qui est l'accord que nous avons signé au niveau du Comité européen de groupe sur l'anticipation du changement. C'est le premier accord de ce type qui ait été signé en Europe, et il a été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentées au sein de notre Comité européen de groupe. L'engagement des salariés, il a par ailleurs un autre volet. Les salariés sont aussi des actionnaires du groupe, et des actionnaires très importants, puisqu'ils détiennent un peu plus de 7% du capital, un peu moins de 8% du capital. Ils sont fortement impliqués, ils comprennent, ils savent ce que sont les implications des mesures que nous prenons pour améliorer l'efficacité de l'entreprise, améliorer aussi l'efficacité de sa performance. Dernier point important à souligner dans ces périodes d'incertitude et d'inquiétude sur l'emploi, nous avons recruté 16 000 collaborateurs dans le monde l'année dernière. Quand vous savez que nous avons un effectif qui est de l'ordre de 120 000 personnes, recruter 16 000 personnes, c'est quelque chose de significatif. Là-dessus, nous avons recruté environ 2000 personnes en France. Troisième volet sur lequel je voulais insister avant de rentrer dans le détail des chiffres sur l'exercice 2011, la conscience très claire que nous avons de ce que l'ensemble de nos actions doit s'inscrire dans une perspective de développement durable. La nature même du secteur de l'assurance fait qu'il comprend ces problématiques et qu'il les intègre dans sa vie quotidienne, dans sa manière de fonctionner. Les efforts que nous avons faits pour améliorer encore la perception à la fois par les équipes et par l'environnement de l'importance de ces actions se traduisent dans le regard que l'extérieur porte sur nous, puisque les notations que nous avons dans ces domaines se sont sensiblement améliorées en 2011. Donc vous voyez que ça n'est pas seulement un discours, ce ne sont pas seulement des actions pour les périodes de prospérité, c'est beaucoup plus que ça, c'est un engagement stratégique de l'entreprise qui se maintient dans des périodes difficiles. Et je voudrais évoquer deux aspects particuliers très illustratifs. L'engagement que nous avons pour la recherche. Vous savez que nous avons lancé, il y a maintenant plusieurs années, le Fonds AXA pour la recherche, qui, dans un premier temps, a eu à sa disposition une enveloppe d'une centaine de millions d'euros sur 5 ans, c'est-à-dire à peu près 20 millions d'euros par an, à consacrer à la recherche dans des domaines qui nous sont proches, les catastrophes naturelles, les risques liés à la longévité et au vieillissement, les risques financiers. Nous finançons, si l'on peut dire, la recherche académique, sans contrepartie pour nous, mais simplement parce que nous pensons qu'il est important pour la société en général que ces sujets progressent. Je pense que cette initiative
pour des montants qui sont des montants considérables, est très unique dans son genre en Europe et commence maintenant à être très largement reconnu. Deuxième exemple, ce que nous faisons avec une organisation humanitaire qui s'appelle CARE, dans laquelle nous lançons des programmes très concrets dans 5 pays qui ont été sélectionnés, de prévention pour les populations locales sur les conséquences de ce que peuvent être les catastrophes naturelles. Donc vous voyez un engagement long dans le développement durable qui traverse les tempêtes, qu'elles soient économiques ou physiques. Pour revenir sur l'exercice 2011, 2011 n'est pas simplement un exercice où nous démontrons un résultat solide dans une conjoncture difficile. C'est aussi l'exercice au cours duquel nous avons lancé Ambition AXA, qui est notre plan stratégique à horizon 5 ans. C'est un plan qui montre la confiance que nous avons dans la réussite de nos actions. Cette confiance, elle est fondée sur le caractère indispensable des métiers dans lesquels nous opérons pour couvrir des besoins essentiels à nos clients. L'orientation client et la volonté d'améliorer la satisfaction de ceux-ci est vraiment au cœur de ce projet, parce que nous savons très bien qu'en tant qu'entreprise, nous ne pourrons continuer de prospérer que si nous savons convaincre un nombre croissant de clients à des coûts de plus en plus compétitifs. Et cela se traduit sur le plan opérationnel par 3 grands piliers qui sont plus de sélectivité dans nos activités et dans nos projets dans les pays mûrs. Les pays mûrs sont ceux dans lesquels nous avons aujourd'hui l'essentiel de nos investissements. Dans la phase économique qu'ils traversent, il faut que nous fassions preuve de davantage de sélectivité, et les actions de 2011 en portent la marque. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut savoir se concentrer sur les activités qui sont des activités qui présentent un potentiel de croissance et dans lesquelles les marges de long terme sont des marges satisfaisantes. Cela nous conduit à mettre l'accent sur certaines d'entre elles et à l'inverse, à nous dégager sélectivement d'un certain nombre de domaines dans lesquels les perspectives sont moins satisfaisantes. Une accélération de nos efforts dans les pays émergents ou sur les produits et les modes de distribution dans lesquels de la croissance est possible. Là aussi, vous verrez que l'exercice 2011 est très révélateur de ce que nous avons fait, de ce que nous continuerons de faire. Dernier élément important, un effort d'efficacité partout. On parle beaucoup, par les temps qui courent, de compétitivité, d'efficacité économique. C'est vrai au niveau des pays, ça doit l'être au niveau des entreprises. Nous devons avoir le souci constant de baisser notre point mort en améliorant notre qualité de service. Véronique Weil sera là pour en dire un mot et répondre à vos questions. Mais nos programmes d'amélioration de l'efficacité sont le 3e volet et il est important d'Ambition AXA. Alors, pour revenir sur les résultats de l'exercice 2011, ils montrent que ces orientations sont les bonnes et que ce sont celles qu'il faut que nous conservions pour traverser cette période d'incertitude économique. Qu'est-ce que l'on constate sur les grands éléments de notre métier ? On constate en fait une amélioration des marges et une croissance sélective très satisfaisante dans les endroits dans lesquels nous avons décidé de mettre l'accent. Je vais commencer par les activités d'assurance vie, épargne, retraite, qui sont, je dirais, un large récipient dans lequel on met des activités qui sont de nature relativement différente. Nous voulons mettre l'accent sur les activités de prévoyance et de santé, parce que ce sont des activités de long terme sur lesquelles nous avons un avantage compétitif qui nous différencie d'autres modèles économiques ou de certains de nos concurrents. Dans ces activités-là, le volume des affaires a progressé de 13% et les marges sur les affaires nouvelles sont de 47%. Donc c'est exactement l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. Croissance et marge combinées. Sur les affaires en unité de compte qui sont de l'épargne et une forme d'épargne que nous voulons favoriser, malgré la volatilité, malgré l'incertitude des marchés, nous avons réussi à relativement bien résister. Nous avons d'ailleurs, notamment en France, gagné des parts de marché sur ces segments de produits. Pourquoi est-ce que nous voulons résister sur ces segments-là ? Parce que nous considérons qu'ils sont à la fois bons pour les clients et bons pour nous. Et vous voyez que là, le volume des affaires nouvelles n'a reculé que de 3% et que les marges sur affaires nouvelles sont de 23%. En revanche, sur les activités d'épargne qu'en France on appelle les fonds en euros,
que dans les pays anglo-saxons, on appelle les fonds généraux, qui sont des activités qui sont aujourd'hui à la fois moins attractives pour les clients et moins attractives pour nous parce que leurs marges sont négatives, eh bien vous voyez que là, le volume des affaires nouvelles se rétracte, ce qui est parfaitement normal. Donc ceci conduit à un volume total des affaires nouvelles qui est stable, mais avec un mix qui s'améliore pour nous et des marges qui sont en progression. En assurance dommages, nous avons une progression très satisfaisante de notre chiffre d'affaires et nous avons en même temps une amélioration de nos ratios techniques qui est légèrement en avance par rapport à ce que nous avions indiqué au mois de juin. Donc nous sommes capables de gagner de nouveaux clients en augmentant notre profitabilité et cela présage bien de l'exécution du plan stratégique Ambition AXA à horizon 2015. Nous pensons qu'en 2012, nous continuerons d'améliorer la profitabilité sur ce segment. Dernier élément important, les efforts de productivité et les investissements. Nous avons annoncé au mois de juin un effort de productivité qui doit nous conduire à économiser 1,5 milliard d'euros sur 5 ans. Nous avons en 2011 économisé 300 millions d'euros, c'est-à-dire exactement ce qu'il était prévu de faire, même un petit peu mieux. Et nous voyons qu'il nous reste sur cet effort à faire 1,2 milliard sur les 4 années qui viennent. Cela nous semble parfaitement à notre portée. Faire des économies, c'est bien, mais le futur d'une entreprise se construit aussi au travers de ses investissements. Et nous continuons d'investir. Nous investissons dans nos métiers, sur nos opérations, pour un peu moins de la moitié de nos investissements, sur nos réseaux de distribution, pour à peu près un quart, un peu moins d'un quart de ce que sont nos investissements, et dans ce que nous appelons les fonctions support, les infrastructures, pour environ un tiers. Nous investissons au total au niveau du groupe à peu près 1 milliard d'euros par an, un petit peu plus d'1 milliard d'euros par an. Ce sont des investissements qui sont nécessaires à la poursuite du développement du groupe et qui s'accompagnent encore une fois d'efforts de productivité. Ambition AXA, ça ne se limite pas à améliorer les marges, améliorer l'efficacité compétitive, c'est aussi un exercice de repositionnement de nos moyens. L'un de nos moyens, c'est le capital, qui est une denrée qui est de plus en plus coûteuse pour l'ensemble des institutions financières et que par conséquent, il convient d'allouer le plus précisément possible aux activités ou aux géographies qui sont prioritaires. Nous avons eu en 2011 et nous continuerons d'avoir une gestion très active de nos fonds propres. C'est d'ailleurs une des choses qui nous différencie d'une partie de nos grands compétiteurs. Nous sommes plus réactifs, nous modifions plus rapidement nos périmètres. Nous avons, l'année dernière, repositionné plus de 4 milliards d'euros de capital. Un petit peu plus de 3 ont été consacrés à des investissements dans les pays à forte croissance et environ 1 milliard d'euros ont été consacrés au désendettement du groupe. L'opération la plus visible, la plus spectaculaire, qui n'a pas été la plus facile à réaliser, puisqu'elle a duré un peu plus longtemps que prévu, était le rachat de nos minoritaires en Asie, de nos actionnaires minoritaires en Asie. Cette opération nous a permis d'augmenter notre exposition aux pays émergents. Dans le même temps, nous avons cédé une activité moins essentielle au Canada pour un prix relativement élevé. Quand nous regardons, au fond, avec un début de recul, ce qui s'est passé pour juger si nous avions raison ou pas raison de faire ce repositionnement, eh bien, ce que l'on constate, c'est que sur le périmètre asiatique, nous avons une croissance qui est une croissance à 2 chiffres de nos activités, aussi bien en assurance vie qu'en assurance dommages. Ce qui montre bien que repositionner le capital de pays mûrs dans lesquels, sur certains segments de métiers ou sur certains produits, les marges peuvent être insuffisantes ou plafonnées vers des pays émergents dans lesquels nous avons une combinaison de marges et de bons résultats, peut produire des fruits très satisfaisants ou très attirants. Ça ne veut pas dire
que nous renonçons à croître dans les pays développés, il y a des segments de produits, des modes de distribution comme l'assurance directe, voire des géographies dans les pays développés dans lesquelles nous souhaitons continuer à grandir. Mais cet effort doit se faire de croissance par une plus grande sélectivité dans ce que nous faisons. Mais voilà, la contribution des pays émergents est de plus en plus forte à la croissance du groupe. Notre solidité financière, qui dans ces périodes troublées est un élément essentiel, puisque beaucoup de gens se posent des questions sur la solidité des institutions financières, elle est là et elle repose sur deux choses. Elle repose sur une diversification de notre business model et sur une très grande solidité bilancielle. La diversification de notre business model, c'est une double diversification. C'est une diversification géographique et une diversification dans les lignes de métier. La diversification géographique, vous la voyez là, elle est telle qu'aucune zone géographique ne représente plus du tiers de notre activité. Donc si telle ou telle région du monde est affectée par une secousse, qu'elle soit économique ou naturelle, eh bien, elle souffrira cette année-là, mais un certain nombre d'autres éléments permettront de le compenser. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier est un facteur de réduction du risque. Le fait que les activités soient relativement bien équilibrées entre trois grands métiers, qui sont des métiers de protection des personnes et des biens, nous aide aussi à réduire notre profil de risque. Nous avons l'assurance dommage, nous avons les assurances de personnes et nous avons l'épargne. L'assurance dommage représente aujourd'hui en résultat à peu près 45% du résultat du groupe. En volume de chiffre d'affaires, c'est un peu moins. La prévoyance et la santé représentent à peu près un tiers et la partie épargne représente un peu moins du quart. Cette diversification fait, on le voit d'ailleurs très bien en 2011, que si telle activité, pour une raison propre, va un peu moins bien une année, eh bien les deux autres seront là pour le compenser en partie. Tout n'est jamais parfait, mais les risques ne sont jamais majeurs parce qu'il y a toujours cet effet de diversification qui permet de compenser. Donc, un business model qui est un business model dont la solidité repose sur la diversification, et vous noterez que c'est quelque chose qui se confirme depuis 2000. Nous avons traversé depuis 2000 des crises quasiment ininterrompues sans jamais perdre d'argent, sans jamais avoir à faire d'augmentation de capital sous la contrainte pour renforcer nos fonds propres. Ce qui m'amène au point suivant, qui est la solidité bilancielle. Alors le ratio solvabilité 1, qui est le régime actuel de solvabilité, il est au plus haut depuis 5 ans, malgré la crise. Le ratio de solvabilité économique, c'est-à-dire solvabilité 2, qui est le futur régime, qui s'appliquera probablement dans 2 ans, est un ratio qui a certes baissé, mais qui reste à un niveau qui est un niveau avec lequel nous sommes confortables. Donc une forte solidité bilancielle, et de façon intéressante d'ailleurs, alors que de très nombreuses institutions financières dans le monde ont été, du fait de la crise, assez sévèrement dégradées dans les périodes récentes, vous constaterez que sur la période récente, nos ratings sont restés stables. Certes, les outlooks, les perspectives sont négatives, comme elles le sont pour à peu près tout le monde dans la zone euro, mais les ratings sont restés stables, ce qui, par comparaison avec de nombreux acteurs, montre bien que cette solidité bilancielle, elle est reconnue. Donc, à la fois, le caractère approprié des initiatives d'ambition AXA, la diversification de notre business model et la solidité de notre bilan nous permettent de regarder l'avenir avec confiance et de maintenir le dividende stable. Pourquoi est-ce que nous maintenons le dividende stable, là encore dans un environnement dans lequel beaucoup d'institutions, y compris des institutions solides, sont plutôt en train de le réduire? Nous ne considérons pas que nous avons des besoins de capital supplémentaires et nous considérons que la dynamique de nos activités, de nos cash flows, eh bien, nous permet de rémunérer nos actionnaires. Et puisqu'il y a un certain nombre de débats très à la mode sur la rémunération des actionnaires versus la rémunération des équipes, je ferai observer que cette rémunération des actionnaires pour les 40 et quelques milliards de fonds propres qu'ils ont mis à notre disposition
elle est d'1,6 milliard d'euros, là où le groupe verse en salaire chaque année 8 milliards d'euros. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous semble, je dirais, raisonnable. Voilà, ce dividende, c'est aussi un signe de confiance dans l'avenir. C'est un taux de distribution de 49%, qui est dans le haut de la fourchette de ce que nous comptons distribuer, mais il nous semble que c'est une juste rémunération du risque. Et maintenant, je vais demander à Denis de continuer dans l'analyse plus détaillée des résultats. Merci Henri, bonjour à tous. Je vais donc vous commenter les résultats du groupe, mais je serai aidé en cela par Jacques de Vaucleroy sur la partie vie, épargne, santé et par Jean-Laurent Granier sur la partie dommages. Si on commence par le chiffre d'affaires, en ligne avec ce qui s'était passé au premier semestre, le chiffre d'affaires ressort en léger recul de 2% à données comparables. Et cette contraction du chiffre d'affaires doit être examinée conjointement avec la progression du résultat. Elle témoigne de notre approche sélective. Nous privilégions les marges par rapport au volume. En assurance vie, épargne, retraite, le chiffre d'affaires recule de 4%. Là, il y a des tendances différentes selon les zones géographiques. Progression aux États-Unis, en Suisse et en Asie. Recul en France, en Belgique et en Italie. Cela reflète notre sélectivité qui s'est particulièrement appliquée à l'activité d'épargne dans un environnement de taux bas, mais aussi le succès que nous avons eu dans le domaine de la prévoyance et de la santé, sur lequel Jacques reviendra plus tard. En dépit de cette diminution du chiffre d'affaires, nous avons eu une collecte nette positive en 2011, y compris en France. En assurance dommages, le chiffre d'affaires progresse de 3,5%, confirmant la bonne tendance du premier semestre. Cette croissance s'explique largement par les hausses tarifaires, mais aussi par le gain de nouveaux clients, particulièrement dans les marchés à forte croissance et dans le direct, mais aussi dans un certain nombre de pays matures. Le résultat opérationnel donc progresse de 2% à base comparable pour atteindre 3,9 milliards d'euros. Comme vous l'a dit Henri Decazes tout à l'heure, cette performance dénote la bonne tenue de nos activités dans un environnement qui s'est dégradé et le fait que cette priorité accordée aux marges a porté ses fruits. Cette performance est particulièrement brillante pour le dommage, qui a progressé de 16%. La gestion d'actifs enregistre également une bonne progression en raison de la non-récurrence d'événements exceptionnels qui avaient impacté la performance de 2010. J'y reviendrai tout à l'heure. La baisse enregistrée en assurance vie s'explique essentiellement par 3 éléments exceptionnels. Un effet périmètre avec la cession de nos activités britanniques en 2010 et australiennes et néo-zélandaises au début 2011. On ne bénéficie plus du résultat de ces activités en 2011. La forte volatilité des marchés au deuxième semestre 2011 qui a sensiblement affecté nos activités américaines de variable annuities, et Jacques de Vaucleroy y reviendra. Et enfin, l'impact du tremblement de terre et du tsunami au Japon qui a impacté nos activités d'assurance vie dans ce pays. Le résultat courant du groupe baisse de 15%. Il est impacté par il bénéficie d'une part de ce qui s'est passé, de la progression du résultat opérationnel, mais il est impacté par les provisions pour dépréciation. Nous avons, comme tout le monde, provisionné nos obligations souveraines grecques, et cette fois-ci, nous les avons provisionnées en totalité. On avait provisionné au premier semestre les échéances antérieures à 2020 en ligne avec l'accord qui avait été passé au mois de juillet. Là, nous avons provisionné la totalité de nos obligations grecques pour les ramener à 22% du PER. Et donc, ça a un impact assez substantiel sur notre résultat courant, plus de 380 millions d'euros. La très forte augmentation du résultat net s'explique par la qualité de notre performance opérationnelle, mais aussi par une série d'éléments exceptionnels, certains avec des impacts positifs, d'autres avec des impacts négatifs.
Tout d'abord, concernant nos activités aux États-Unis, et compte tenu de la baisse des taux d'intérêt à long terme sur ce marché, nous avons décidé de réduire de 943 millions d'euros le goodwill sur nos activités américaines, ce qui correspond au portefeuille de variable annuities appelé accumulator. Cet impact négatif est plus que compensé par les plus-values que nous avons réalisées sur nos cessions d'activités pour 2,3 milliards d'euros, cession du Canada, cession de l'Australie et Nouvelle-Zélande et cession de notre participation minoritaire dans l'assureur vie chinois Taikang. Si on regarde enfin les cash flows opérationnels disponibles pour l'actionnaire, ils ont progressé de 3,7 à 4,2 milliards d'euros, soit une progression de 14%, progression du cash flow dans toutes les lignes d'activité, qui est une évolution positive, puisque ça, je dirais, c'est une indication de notre capacité future à générer des dividendes. Je laisse maintenant la parole à Jacques de Vaucleroy, qui va vous parler de l'activité vie épargne retraite. Merci de votre attention. Bonjour à tous, merci Denis. Donc, je vais vous présenter les principaux chiffres pour la vie, l'épargne et la retraite. Comme vous le voyez, avec plus de 40 millions de clients, nous sommes présents sur tous les continents et nous avons une bonne diversification tant sur le plan des lignes de produits. Avec prévoyance et santé, les activités d'épargne, c'est divisé entre le fonds général d'épargne et les unités de compte, et avec une activité de mutual fund ou de OPVCM. Nous avons aussi, et très important, une bonne diversification sur le plan de la distribution. Et vous remarquez la place notoire des agents généraux et des réseaux salariés propres, ce qui nous donne une très belle stabilité dans les ventes. Ce slide a déjà été commenté indirectement par Henri. Donc, comme vous l'avez vu, la progression de la valeur des affaires nouvelles elle est stable et de peu près moins 1% sur l'année. Quand on la divise par les différents segments de produits, prévoyance et santé, qui est le pôle numéro 1, vous voyez là la très belle progression de 13% avec une marge sur affaires nouvelles de 47%, stable à un niveau élevé. C'est vraiment, je dirais, la poursuite du programme Ambition AXA qui a pour but d'accélérer le développement dans cette gamme de produits. Les unités de compte dans un marché financier difficile se sont bien tenues, moins 3% par rapport à l'année précédente, et avec des marges qui sont stables aussi à 23%. Ça démontre une belle performance des équipes commerciales et des distributeurs AXA dans un environnement où, je dirais, les placements en actions n'étaient pas fortement encouragés. Dernière partie importante, le Fonds général épargne, ou aussi dans le cadre de cette politique de plus grande sélectivité. Donc vous voyez là une décroissance de la valeur des affaires nouvelles de 20%. Ce sont des produits qui, à la fois, ne sont pas très rentables pour nous et qui, à la fois, ne correspondent pas tout à fait à ce qui est les investissements les meilleurs pour nos clients dans ce contexte. Donc, assez logiquement, perspective de décroissance dans ce secteur-là. Autre remarque importante, là, le marché à forte croissance, où vous voyez en fait une progression totale seulement de 2%, mais en fait, elle cache une croissance de 16% sur l'Asie, et qui a été en fait cachée par le fait que sur les pays d'Europe centrale, nous avons dû faire face à des grandes variations dans notre métier de fonds de pension, avec une privatisation et donc un arrêt complet de nos activités en Hongrie à la fin 2010, et avec une forte réforme qui a entraîné une baisse considérable des ventes sur la Pologne. Hors activité de pension, nos activités d'assurance, vie et épargne en Europe centrale ont progressé de plus de 20% sur l'année 2011. Donc cet effet pension fund, fonds de pension sur l'Europe centrale et de l'Est, cache une belle croissance des marchés en forte croissance. Enfin, cela a été mentionné aussi, nous avons au niveau du groupe une collecte nette positive de 3,3 milliards, avec dans ces chiffres une progression de 700 millions d'euros en France. Si nous regardons les marchés à forte croissance, et pour AXA, les marchés à forte croissance sont d'une part l'Asie, d'autre part l'Europe centrale et de l'Est, et troisièmement le pôle autour de la Turquie, du Mexique et du Maroc.
quand vous voyez, vous prenez ces activités dans ces pays-là, on voit qu'une belle progression de nos affaires nouvelles, avec donc un total de 16% sur l'année 2011. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les activités dans ces pays-là sont non seulement à plus forte croissance, mais aussi à plus forte marge. Les marges sont en fait de l'ordre de 42% dans ces pays-là, par opposition à de l'ordre de 22% dans les marchés mûrs. Et donc, de manière assez logique, contribution en accélération sur les affaires nouvelles, mais aussi contribution en accélération aux résultats opérationnels. Vous voyez une contribution de l'ordre de 14% en 2011 par opposition à 7% en 2010. Ceci démontre le bien fondé de notre politique d'accélération dans ces pays-là, et ceci est un encouragement à progresser, à garder cette priorité pour l'avenir. Résultats opérationnels avant impôt divisé par les différentes lignes de produits. Première constatation, peut-être commençons par la droite. Vous voyez directement que nous avons une activité qui a été déficitaire en 2011, c'est l'activité variable annuities aux États-Unis. Et donc cette activité déficitaire s'explique principalement par le renforcement des réserves et par des coûts de couverture dus à la volatilité d'aller dans les marchés financiers, surtout sur la seconde période de l'année, qui étaient très importants. Et donc, ils ont entraîné que cette ligne de produits, uniquement cette ligne de produits, parce que l'ensemble de l'activité américaine est largement positive, cette ligne de produits a une contribution négative pour nous en année 2011. À l'inverse, sur les trois autres grands pôles, le pôle prévoyance et santé, le pôle fonds général en épargne et le pôle unité de compte, vous voyez là des chiffres qui sont, je dirais, qui présentent une belle amélioration. Commençons par prévoyance et santé, où vous voyez que le résultat opérationnel avant impôt a progressé de l'ordre de 8%. Cela s'explique par principalement une poursuite, une hausse des volumes, comme je le voulais déjà montrer. Le fonds général épargne présente une belle progression de 18% de son résultat opérationnel. Il s'explique par une progression généralisée, mais principalement aussi par une évolution favorable de la sinistralité en Suisse. Enfin, les unités de compte sont quasi stables ou sont en légère progression à 4%. Le slide, je vous préviens tout de suite, le slide est correct puisqu'il faut en effet tenir compte de périmètres comparables, de croissance comparable. Et donc, ce n'est pas parce que vous voyez 504 qui est un chiffre inférieur à 511 que la croissance n'est pas de 4%, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est correct. Donc le message est le suivant, clairement belle progression dans l'ensemble de nos lignes de produits, impactées par cette activité liée aux États-Unis, où principalement la volatilité des marchés a entraîné des coûts de couverture largement supérieurs à ce que nous avions les exercices précédents. Cela donne au niveau du résultat donc global un résultat à 2,2 milliards, presque 2,3 milliards, qui est une progression ou un recul de 2% si on exclut tous les effets de périmètre qui ont déjà été mentionnés par Denis. Je les rappelle, qui sont principalement les cessions en Australie et en Nouvelle-Zélande et la cession d'une partie des activités vie, épargne et retraite au Royaume-Uni en 2010. Donc ceci reflète de manière générale la bonne tenue et les bonnes performances en France et dans la région Nord-C. Cela reflète aussi des meilleures commissions de gestion sur les produits en unité de compte. Et donc ceci compense la marge technique plus faible qui provient notamment qui a été causée notamment par les variable annuity aux États-Unis. De manière générale, je crois qu'on peut dire que ça reste une belle performance dans un marché de l'épargne qui est en effet, je dirais, impacté par la crise financière que nous vivons. Je crois que la stratégie du groupe, qui est d'orienter les flux vers les produits de prévoyance et santé, vers les unités de compte, est payante. Nous avons certes une décrue dans les activités en fonds général, mais ce sont des produits qui, à la fois, entraînent des marges inférieures pour l'assureur et qui sont aujourd'hui, nous l'estimons, ne correspondent pas tout à fait aux besoins de nos clients dans un contexte, dans un environnement de taux bas. Permettez-moi enfin de vous présenter un petit focus sur les États-Unis. Première chose qu'il faut dire, c'est que les ventes progressent bien aux États-Unis. C'est la partie gauche du slide. Vous voyez les affaires nouvelles en progression de 14%. C'est un message général. Et la seconde partie, c'est de voir que nous avons une plus grande diversité dans nos ventes. Vous avez d'une part les activités de variable annuities, avec deux générations, on peut dire, de produits, accumulateurs qui sont les générations plus anciennes, et retirement cornerstone, et générations nouvelles. Générations nouvelles qui ont des besoins de capital et des besoins de hedging
bien inférieur aux générations précédentes. Donc, première chose que nous voyons, c'est un mix produit qui est bien meilleur au niveau du variable annuities. Et vous voyez aussi que les produits non variable annuities connaissent une très belle croissance. Les activités d'assurance vie plus traditionnelles ont une belle progression de 40%. Et enfin, les activités d'annuity, non variable annuity, principalement des activités de groupe, ont aussi une croissance de double digit de l'ordre de 10%. Donc, très belle tenue des affaires nouvelles et belle progression du mix produit. Cela, néanmoins, ne permet pas d'empêcher la baisse du résultat opérationnel qui chute de 32% pour s'établir à 433 millions, comme je l'ai dit, s'explique quasiment exclusivement par le fait que les opérations de couverture pour les produits de variable annuities, du fait de la volatilité sur les marchés et de la baisse des taux d'intérêt, sont beaucoup plus chères, nous coûtent beaucoup plus que ce qu'elles nous coûtaient l'année dernière. Intéressant donc de voir que, je dirais, de manière structurelle, le business évolue dans la bonne direction, la stratégie de diversification et d'innovation est dans de bonnes voies, puisque les nouveaux produits que nous avons lancés sur les dernières années représentent aujourd'hui déjà 40% des ventes en 2011. Par ailleurs, d'importants programmes de réduction, des coûts et d'amélioration de l'efficacité ont été mis en place, qui nous donnent confiance quant à la poursuite de bons résultats opérationnels sur les futurs. Merci beaucoup. Je propose de passer à la partie dommages. Jean-Laurent. Merci Jacques et bonjour à tous. Je vais donc vous présenter les résultats de l'activité dommages. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la composition géographique et par produit de cette activité. Je vous dirai un mot sur l'évolution du chiffre d'affaires et sur les moteurs de croissance que nous avons dans AXA sur l'activité dommages. Nous ferons un zoom sur les marchés émergents qui sont, vous l'avez en tête, je pense, au cœur de notre stratégie Ambition AXA. Nous ferons une analyse rapide mais assez synthétique de la profitabilité et de son évolution positive. Et enfin, je dirai un mot de la contribution globale de cette activité au résultat du groupe, avec un regard particulier sur une activité qui est peut-être moins connue, qui est l'activité grand risque, qui est chez AXA Corporate Solutions. Alors, Henri le disait tout à l'heure dans son introduction, un des grands mérites de l'organisation du groupe, c'est d'avoir une activité diversifiée qui permet d'être beaucoup plus résistante en période de crise et de marché chahuté tels que nous les connaissons aujourd'hui. L'activité dommage est l'activité qui, en fait, s'est le plus développée au cours de ces dernières années, puisqu'elle est passée de 16 milliards d'euros il y a 10 ans à plus de 27 milliards d'euros aujourd'hui. Donc, c'est une activité en fort développement dans le groupe. Nous opérons dans plus de 30 pays pour servir 55 millions de clients. Nous sommes, suivant les décomptes, et je dois le dire, suivant le taux de change entre l'euro et le dollar, entre le deuxième et le quatrième acteur mondial. On n'a pas pris de risque ici, on a mis le quatrième, ça nous donne une marge de progression. Mais en fait, nous sommes parmi les principaux acteurs qui opéront sur l'ensemble des marchés mondiaux, tout en n'ayant pas d'activité dommage, ni aux États-Unis, ni au Japon, qui sont pourtant des marchés importants. Nous avons une diversification géographique et une couverture géographique qui est complète. Vous la voyez sur la partie gauche du schéma, avec une part importante de l'activité en Europe, 20% en France, 31% dans la région de l'Europe du Nord, 25% dans la région de la Méditerranée et Amérique latine, et également 14% au Royaume-Uni et en Irlande. Cette activité est complétée par le direct qui opère en Europe et en Asie, et l'activité spécifique en Asie qui est en plein développement et qui est encore faible en pourcentage, mais qui présente un potentiel développement important pour le groupe. En termes de réseau de distribution, nous travaillons aussi bien avec des réseaux AXA, qui portent notre marque et qui correspondent à 40% de notre activité, ce sont les réseaux d'agents, qu'avec des réseaux de courtiers ou des réseaux de partenaires. Les courtiers travaillent pour plusieurs compagnies et c'est 45% de l'activité qui vient des courtiers de par le monde. Nous avons des partenariats pour 4% et une activité en direct pour 11% en comparant au reste de la distribution, directe et autres, ce qui explique que nous n'avons pas exactement le même chiffre que ce que vous aviez sur le schéma précédent. Et enfin, en termes de segment produit, le produit cœur, évidemment, en assurance dommage, c'est l'assurance automobile, de particuliers
ou d'entreprises à travers les flottes. Et on a 44% de notre chiffre d'affaires qui provient de cette activité. Vous voyez ensuite que l'activité est bien répartie entre les dommages aux biens qui posent un poids important, 24%, là encore en cumulant particuliers et entreprises, et les autres branches d'activité, dont la santé qui est ici représentée à hauteur de 11%. Donc cette activité très diversifiée a pu résister à une année 2011 qui a été, sur l'ensemble du marché de l'assurance dommage mondial, une année très difficile, car marquée par énormément de catastrophes naturelles et à un niveau global sur le marché mondial comparable à celui de 2005 qui avait été marqué par le cyclone Katrina. Comme AXA n'est pas exposé aux États-Unis et pas exposé au Japon où il y a eu le tsunami et les dégâts que vous connaissez, ces difficultés des catastrophes naturelles n'ont pas affecté, au contraire, les résultats et la qualité de la profitabilité de notre activité. Si on regarde maintenant l'évolution du chiffre d'affaires, alors le chiffre d'affaires total du groupe a évolué, Denis Duverne le disait, de 3,5%, 27 milliards d'euros, on atteint même 29 milliards d'euros si l'on y ajoute le segment assurance grand risque dont je parlerai à la fin. Les moteurs de croissance importants de cette activité, en application de notre stratégie Ambition AXA, sont le développement dans les marchés à forte croissance, en Asie, en Turquie et Asie mineure et dans les pays arabes ainsi qu'en Amérique latine, et d'autre part le direct qui a cru de 8% en 2011. Les marchés à forte croissance ont, eux, accru leur contribution au chiffre d'affaires de 16% pour atteindre 3,3 milliards d'euros. Et nous voyons que cette croissance est en ligne avec les ambitions que nous avons affichées dans le cadre du programme stratégique Ambition AXA. Nous avons dit que nous voulions doubler en 5 ans notre part dans les marchés émergents. En termes de conquête de nouveaux contrats et de nouveaux clients, le chiffre est, je crois, assez révélateur. Nous avons gagné en net plus d'1,5 million de contrats au cours de l'année 2011, dans le segment des particuliers, essentiellement en auto au 4/5e et en habitation pour un 5e. Ça reflète ce développement dans les marchés émergents, des marchés qui sont en cours d'équipement et dans lesquels la pénétration de l'assurance ne fait que progresser. Aujourd'hui, l'ensemble de l'activité dommage représente quasiment un tiers du chiffre d'affaires du groupe et vous voyez que cette activité a globalement eu un taux de croissance de 3,5% en 2011. Voyons maintenant la répartition de ce chiffre d'affaires et son évolution par segment de clients, entre les particuliers et les entreprises. Du côté des particuliers, qui représentent 60% de notre chiffre d'affaires, la croissance a été de 4%. Elle a été poussée, soutenue par de très bonnes ventes en Europe dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne et l'Italie, mais aussi bien sûr la croissance dans des marchés émergents comme la Turquie qui a connu une croissance de 30%, plus de 30% très importante dans ce segment des particuliers. L'assurance des entreprises représente 40% de notre chiffre d'affaires. Elle a cru de 3% pour atteindre plus de 10 milliards en 2011. Cette croissance a été tirée par la région Méditerranée qui a cru de l'ordre de 6% et également par le Mexique spécifiquement avec une croissance de 15% qui est un marché nouveau pour AXA, mais sur lequel, nouveau depuis 3 ans, mais sur lequel le développement est extrêmement satisfaisant. Notre ambition dans ces deux segments de clients particuliers et entreprises découle des priorités données dans le cadre d'Ambition AXA. D'un côté, être plus sélectif en termes de qualité technique. Nous voulons renforcer la gestion de nos portefeuilles particuliers et entreprises pour sécuriser nos marges et créer de la valeur. Deuxièmement, accélérer dans les marchés qui nous intéressent et sur le direct en construisant une plateforme globale mondiale pour servir des clients là où nous avons décidé de développer cette activité. Et enfin, être efficace partout et nous allons y revenir dans le cadre des présentations suivantes. Pour faire maintenant, comme je vous l'avais annoncé, un focus sur les marchés, un zoom sur les marchés à forte croissance. On voit que les marchés à forte croissance représentent 12% de l'ensemble du chiffre d'affaires du groupe, le direct représentant lui-même 8%. Ça constitue le poids dans l'activité globale de 27 milliards d'euros de ces marchés-là. Si l'on regarde spécifiquement où est-ce que nous gagnons des clients, où est-ce que nous gagnons des contrats, eh bien nous constatons que les percées que nous faisons dans ces marchés sont particulièrement significatives dans ce domaine-là. 60% des contrats gagnés en net proviennent des marchés à forte croissance, 17% de l'activité directe, ce qui fait qu'au total, plus de 3/4 de nos gains de clients sur le segment des particuliers en dommages proviennent des initiatives stratégiques d'Ambition AXA et des secteurs qui ont été choisis comme étant les secteurs qui devaient pousser notre croissance, à savoir les marchés émergents et le direct.
En termes de profitabilité sur ces marchés spécifiques, est-ce que cette croissance se fait sans penser à la profitabilité ou en laissant la profitabilité pour plus tard? La réponse est non. Vous en avez ici la démonstration. Le ratio combiné global sur les marchés à forte croissance est passé de un peu plus de 99% en 2010 à moins de 99%, 98,2% en 2011. Ça signifie que la croissance ne se fait pas au détriment de la rentabilité. Quant à l'activité en direct, elle est aussi en cours d'amélioration rapide. C'est une activité où il faut beaucoup investir au départ. C'est pour ça que les ratios combinés sont au départ en dessus de 100%, mais nous avons une rapide convergence vers le niveau de 100%, puisque nous avons fait décroître de 3 points le ratio combiné de l'activité du direct pour atteindre 105% en 2011, et nous avons des perspectives d'amélioration encore supplémentaires dans les années qui viennent. Regardez bien ce schéma. Ce schéma explique comment notre profitabilité a évolué en 2010 et en 2011. Le ratio combiné, c'est l'indicateur phare de mesure de la rentabilité en assurance dommage. Il comprend les sinistres réglés aux clients, ainsi que les frais généraux rapportés à l'ensemble des primes que nous collectons. Et il se compose de 2 éléments. L'élément de l'année en cours, qui est la partie gauche, et les éléments provenant des années antérieures et des bénéfices réalisés sur les provisions constituées pour sinistres ultérieurs dans les années précédentes. Vous voyez sur la partie gauche du schéma qu'en 2010, nous avions un ratio combiné pour l'année en cours de 102,6% et que pour atteindre un ratio combiné de 99,5% au total, nous avions bénéficié de 3,1% de développement positif de boni sur les exercices antérieurs. Maintenant, en 2011, premier élément intéressant, le ratio combiné sur l'exercice courant, à 99,6, se situe quasiment au même niveau que le ratio combiné global sur l'ensemble des exercices de l'année précédente. Ce qui signifie que cette performance à 99,5 n'était pas exceptionnelle, mais qu'elle est tenable dans la durée. C'est celle que nous avons réalisée en 2011 sur l'exercice courant. Par ailleurs, ce que je pourrais appeler la dépendance à la richesse des provisions ou à la richesse du bilan a diminué, puisque nous avons des bonis favorables sur l'exercice antérieur qui se limitent cette année à 1,7%, ce qui nous remet à peu près dans les eaux où nous étions en 2006, qui était, avant la crise, une année qui avait été la plus favorable dans la période récente. Dit autrement, nous avons un exercice courant qui reflète une activité très saine, en dessous de 100% de ratio combiné à 99,6%, et un bilan qui est toujours en bon état, puisqu'il nous permet de constater des bonis sur les exercices antérieurs. Nous en venons au résultat, à la contribution au résultat opérationnel du groupe. Cette contribution est en forte croissance de 16% pour atteindre quasiment 1,850 milliard d'euros. Si on ajoute, je reviendrai après un peu plus dans le détail sur cette activité, le résultat opérationnel positif qui provient de l'activité grand risque et qui est de 150 millions d'euros, c'est plus de 2 milliards d'euros qui est la contribution de l'activité totale dommage au résultat d'AXA. Cela constitue plus de 45% du résultat total opérationnel du groupe. Et vous voyez que ce résultat, comme le chiffre d'affaires, est bien réparti par activité, puisque la plupart des régions du monde contribuent de manière significative à l'évolution positive de ce résultat. Comme c'était mentionné tout à l'heure, le résultat de l'activité directe est négatif en 2011. En fait, il y avait des difficultés spécifiques sur le marché britannique, mais c'est une activité qui contribuera positivement également dans les années qui viennent et sera en équilibre positif dès l'année prochaine. Pour finir, comme je l'avais annoncé, un focus sur l'assurance grand risque. C'est un segment spécifique qui est couvert chez AXA par une société ad hoc, une société dédiée, AXA Corporate Solutions. C'est le segment qui permet d'assurer les grands risques des grandes entreprises, aussi bien dans des sujets spécialisés comme la marine, l'aviation ou l'espace, mais également les risques dommages des très grandes entreprises internationales qui ont besoin de couverture transnationale de leurs activités. La plupart des grandes entreprises françaises sont nos clients à travers ACS. Nous avons à travers AXA Corporate Solutions le 3e acteur européen et d'ailleurs global de cette activité. Et à travers les pays où AXA est directement présent
ou le réseau de partenaires avec lequel travaille ACS, nous avons une présence et la capacité à suivre et à aider nos clients dans plus de 90 pays. Alors, cette activité a connu un développement positif de son chiffre d'affaires à hauteur de 3% pour être tout près de 2 milliards en 2011. Le résultat est en très légère réduction parce que l'année 2010 avait été exceptionnelle, mais vous voyez qu'à hauteur de 150 millions d'euros, il découle d'un ratio combiné qui est de 97,9%, qui, si vous le comparez à ce qui a été donné sur l'ensemble du groupe, montre que nous sommes exactement en ligne avec les standards de rentabilité qui sont attendus pour l'activité dommage dans le groupe. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que l'activité dommage d'AXA se porte bien, malgré une année 2011 qui a été extrêmement chahutée, aussi bien sur l'aspect des risques naturels et des catastrophes naturelles et climatiques que sur le plan économique. L'activité dommage délivre plus de 45% du résultat du groupe. Elle est profitable, elle est résistante en période de crise. C'est un vecteur clé de la stratégie de développement du groupe. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2011, nous avons pu voir les premiers fruits de tous les programmes engagés dans le cadre d'Ambition AXA. Je vous remercie de votre attention. Je reviens pour vous parler de la gestion d'actifs et du bilan. Si on commence par la gestion d'actifs, nous avons, comme vous le savez, deux sociétés de gestion, AXA Investment Managers et AllianceBernstein. Et on passe tout de suite, je vous propose de passer tout de suite au slide suivant. Gestion d'actifs, une année contrastée. D'abord, les actifs sous gestion de nos deux gestionnaires d'actifs ont baissé de 2%. Principalement sous l'effet d'une collecte négative de 28 milliards d'euros. Cette collecte est beaucoup moins négative qu'elle ne l'avait été l'année précédente, 2 fois moins. J'y reviendrai un peu plus tard. Nos gestionnaires d'actifs gèrent des actifs à la fois pour le compte des compagnies d'assurance du groupe, car nous pensons que c'est important pour un groupe de notre dimension de gérer les actifs qui sont en face des engagements de nos sociétés d'assurance. Mais il gère aussi des actifs pour compte de tiers, et vous avez le détail sur la droite du tableau. Au total, le groupe gère toujours plus de 1 000 milliards d'euros d'actifs, ce qui le place parmi les tout premiers gestionnaires d'actifs dans le monde. Si on commence par AXA Investment Managers, l'année a été plutôt favorable. Nous avons continué à avoir une décollecte chez AXA Rosenberg, mais je dirais que c'est la fin, puisqu'on avait eu un ennui en 2010 sur AXA Rosenberg qui a conduit à des sorties très importantes. En 2011, on a connu encore un peu de sorties au début d'année, mais la performance d'investissement s'est redressée. Sur toutes les autres expertises, nous avons eu une très bonne performance de gestion d'actifs en 2011 et une collecte positive de 4 milliards d'euros. Des collectes qui touchent AXA Private Equity, AXA Real Estate, AXA Framlington, parmi d'autres. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est une très bonne performance d'investissement et une collecte qui redevient positive, ce qui est très encourageant et permet de saluer le très bon travail de Dominique Carrel-Billard et de ses équipes. Sur AllianceBernstein, la situation reste plus compliquée. Notre gestionnaire dont le siège aux États-Unis a continué à souffrir d'une décollecte importante sur la gestion action. Il faut savoir qu'en 2011, qui a été une année très perturbée, 83% des gestionnaires actions actifs ont eu une performance inférieure à l'indice. Donc c'était très difficile de faire mieux que les indices quand on était un gestionnaire d'actions actifs en 2011. AllianceBernstein a eu une performance d'investissement assez contrastée sur les actions et une poursuite de la décollecte. En revanche, je dirais que le nouvel AllianceBernstein est en train de se mettre en place avec d'abord une performance de gestion toujours bonne sur les obligations et une collecte positive de 4 milliards, et puis le développement de nouvelles activités, gestion alternative et, je dirais, gestion actif-passif, avec une collecte positive de 22 milliards qui donne une indication que je dirais qu'on peut être encouragé par ces nouveaux développements. Le résultat opérationnel de la gestion d'actifs au total
a progressé de 20%, soutenu par la progression chez AXA IM du chiffre d'affaires et par la non-répétition de la provision enregistrée l'année dernière au titre d'AXA Rosenberg. Chez AllianceBernstein, en revanche, on voit une dégradation du résultat opérationnel qui vient de la baisse des actifs moyens sous gestion qui n'a pas été totalement compensée par une baisse des dépenses. Si on passe maintenant au bilan, les fonds propres du groupe sont restés à un niveau assez élevé à 48,6 milliards d'euros. La petite baisse par rapport au 31 décembre précédent je dirais, est fonction des phénomènes suivants. D'abord, un résultat net supérieur à 4 milliards d'euros qui conduit à une augmentation, le paiement du dividende, des plus-values latentes à un niveau moindre mais toujours positives, et l'impact de l'acquisition des intérêts minoritaires d'AXA Asia Pacific en Asie qui vient diminuer les fonds propres de 2,5 milliards d'euros. Donc l'impact net, c'est un peu moins que l'impact mécanique de l'acquisition de nos minoritaires en Asie. Notre ratio de solvabilité reste très bon, 188% contre 182% l'an dernier pour ratio de solvabilité 1. Le ratio de solvabilité économique est un peu moins bon que fin 2010, il est à 148%. C'est l'impact de la crise de la zone euro, à la fois sur les spreads des obligations d'entreprise, mais plus encore sur les spreads des obligations d'État. C'est un phénomène nouveau. On pensait que les obligations d'État étaient sans risque. On s'aperçoit maintenant qu'elles ne le sont pas, et ça a un impact sur notre solvabilité économique. Ceci dit, la situation s'est redressée depuis le 1er janvier, avec notamment une forte baisse des taux d'intérêt espagnols et surtout italiens. Et notre ratio de solvabilité économique est repassé au-dessus de 50% à fin janvier. Enfin, le ratio d'endettement a baissé de façon significative à 26%. On est donc en avance sur notre plan de marche, puisqu'on avait prévu d'être à 25% fin 2015. Et ça vous permet de constater qu'au total, nous avons une situation de solidité financière très correcte. Si on regarde l'ensemble du bilan, ce tableau présente l'allocation des actifs adossés aux fonds généraux d'AXA. Le fonds général, c'est l'ensemble des provisions qui représentent, qui nous permettent de payer nos sinistres en assurance dommages, de payer ce que nous allons devoir au titre de l'activité de prévoyance et de l'activité d'épargne, et les fonds propres du groupe. Donc les actifs qui sont en face de ces provisions sont en valeur de marché au 31 décembre. Notre allocation d'actifs, elle est dictée principalement par le souci d'adosser nos actifs aux caractéristiques de nos passifs, et en particulier leurs caractéristiques de duration, pour être capable de faire face aux demandes de nos assurés. Ce principe nous conduit à privilégier les actifs obligataires qui représentent 82% de nos actifs, qui ont des caractéristiques de liquidité, de maturité, de régularité de rendement, qui en font l'actif privilégié des assureurs. Dans ces obligations, il y a à peu près, il y a une grosse moitié d'obligations d'État et une petite moitié d'obligations d'entreprise et de prêts hypothécaires. On peut signaler la très grande qualité de ce portefeuille, qui est constitué en grande partie d'obligations souveraines des États les plus solides et d'obligations d'entreprise dont la notation est supérieure à A. Si on regarde notre situation de plus-value latente en fin d'année, vous pouvez constater que nos plus-values latentes ont un peu baissé par rapport à 2010. Elles sont à 5,1 milliards d'euros contre 6,6. C'est le résultat de ce qui s'est produit sur les marchés en 2011. Elles sont toujours à un niveau confortable. Donc au bilan, 5,1 milliards. Et hors bilan, puisqu'on ne les valorise pas dans le bilan, les plus-values latentes sur nos activités d'immobilier et de prêt, qui sont à leur valeur comptable dans le bilan. Si on fait un zoom sur les plus-values latentes sur les obligations d'État, vous voyez qu'on a une moins-value latente sur
les pays périphériques de la zone euro au 31 décembre de 700 millions d'euros. À fin janvier, on serait au total en plus-value latente sur cet ensemble. Et on a des plus-values latentes relativement significatives sur l'ensemble des autres pays, France, Allemagne, Belgique, Suisse, Japon et les autres pays, Pays-Bas, Autriche, etc., hors pays périphériques de la zone euro. Ce qui, à nouveau, signale la qualité de notre portefeuille. Si on se focalise maintenant sur notre exposition aux dettes souveraines des pays périphériques, vous voyez qu'elle est très limitée si on la rapporte au Fonds général, entre 3,5% sur l'Italie et 0,1% sur la Grèce. Sur la Grèce, nous avons dû participer nous avons choisi de participer au programme volontaire de contribution du secteur privé et nous avons constaté une première provision de 92 millions au premier semestre qui correspondait au plan tel qu'il avait été arrêté au mois de juillet, dans lequel on faisait un effort sur nos obligations venant à maturité avant 2020. Et puis, en fin d'année, on a participé donc à l'accord qui n'est pas encore annoncé, mais qui est tout proche de l'être, qui nous conduit à provisionner en valeur de marché 78% du PER nos obligations, ce qui fait une provision complémentaire de 295 millions d'euros, donc total 387 millions d'euros. Donc la dette souveraine grecque n'est plus un sujet après ces provisions. Si on reprend les principaux indicateurs financiers, donc le résultat opérationnel progresse par action progresse de 4%. L'ambition AXA, c'est 10%, mais l'année 2011 était une année particulièrement perturbée sur le plan économique. Cash flow opérationnel progressant de 14%. On a prévu 24 milliards d'euros sur la période 2011-2015, 4,2 milliards en 2011. On est en ligne avec notre plan de marche. ROE courant, on a prévu d'atteindre 15% en 2015. On est parti dans la mauvaise direction puisqu'on est passé de 11,5 à 10, mais c'est largement dû aux provisions que nous faisons sur la Grèce. Ratio d'endettement, 26%, baisse de 2 points. Là, on est en avance sur notre objectif de 2015. Je vous remercie de votre attention et je rends la parole à Henri pour la conclusion. Merci, Denis. Au terme de cette longue présentation, qu'est-ce qu'il faut retenir ? 2011, malgré les turbulences, est une année solide. Quand on regarde devant nous, en réalité, le modèle opérationnel du groupe est un modèle qui lui permet de bien résister dans les périodes difficiles et qui lui permet de préparer le futur. Donc, il faut absolument que nous restions agiles pour pouvoir continuer de réaliser les priorités stratégiques d'Ambition AXA dans un environnement qui est incertain. Et la solidité du bilan, la gestion des cash flows sont, dans ces perspectives-là, avec l'engagement des collaborateurs et la confiance des clients, des éléments clés. Dans ce cadre-là, il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais que nous annonçons en même temps que nous annonçons les résultats, qui est que nous allons procéder à une deuxième distribution d'actions aux collaborateurs du groupe. Nous allons distribuer dans les semaines qui viennent 50 actions, nous appelons ça les AXA Miles, 50 actions gratuites à chacun des collaborateurs du groupe, 25 qui seront acquises sans condition de performance et 25 qui seront acquises si le résultat opérationnel et ou la confiance des clients progresse au cours de l'exercice 2012, ce dont nous pensons que cela devrait se produire, puisque, encore une fois, nous pensons que nous devrions voir une continuation de la progression de notre résultat opérationnel, bien sûr, s'il n'y a pas de catastrophe absolument majeure. Donc, voilà sur l'exercice et sur les perspectives. Et maintenant, nous sommes là pour répondre à vos questions. Oui, ce que je vous demande peut-être, c'est dès qu'on vous passe le micro, de vous présenter avant de poser votre question pour que les gens qui écoutent puissent savoir qui vous êtes. Bonjour, Thomas Urbain de l'agence France Presse. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit du développement sur les marchés de forte croissance et sur le direct. Est-ce que
pour 2012, vous envisagez peut-être une accélération, je sais pas, des opérations structurantes, peut-être d'ouvrir des activités de direct dans des pays dans lesquels vous n'en avez pas encore. Et par ailleurs, sur l'allocation d'actifs, je voulais savoir si vous aviez continué un peu ce rééquilibrage avec une petite baisse peut-être du souverain et une montée des obligations corporate. D'accord. Sur le direct, et Stéphane Guinet, qui est le patron du direct, est là dans la salle. Ce que nous attendons de l'exercice 2012, c'est une continuation de la croissance du chiffre d'affaires. En réalité, à deux chiffres, enfin, si nous regardons ce qui s'est passé en 2011, il y a 8% de croissance. Stéphane me corrigera si je me trompe. Elle aurait été supérieure à 10 si on n'avait pas eu en Corée une mécanique un peu compliquée. Le gouvernement avait bloqué les prix, etc., etc. Donc nous regardons, enfin nous espérons en 2012 voir une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, voir une continuation de l'amélioration du résultat en direct, ce qui est remarquable. Et nous regardons la possibilité de développer les opérations directes dans d'autres grands marchés émergents. Je ne serai pas plus précis à ce stade parce que le rythme d'analyse de ces dossiers n'est pas un rythme infra-annuel, mais soyez assurés que c'est quelque chose que nous regardons parce que nous considérons le direct comme un des vecteurs de développement du groupe. Et nous sommes particulièrement heureux de la manière dont les choses s'y développent. Sur l'allocation d'actifs, je vais demander à Denis de répondre. Donc sur l'allocation d'actifs, si on regarde dans quoi nous investissons aujourd'hui, on peut dire qu'on investit à peu près 25% en obligations d'État et pour le reste en obligations d'entreprise ou en obligations bancaires garanties par des actifs réels. Ça, c'est pour le flux, oui. Autre question? Oui. L'Italie. Giuliana Licini de l'agence de presse Radio Cor. Sur l'Italie, est-ce que vous êtes intéressé au dossier Fondiaria Sai et est-ce que vous pourriez augmenter votre participation dans la banque Monte dei Paschi? Merci. Merci de la question. Nous ne commentons jamais sur les rumeurs de marché pour votre première question. L'Italie est un marché qui nous intéresse et y développer des affaires dans de bonnes conditions nous intéresse toujours, mais nous ne commentons jamais sur les affaires de marché. Quant à la situation sur Monte Paschi di Siena, nous sommes très heureux de la collaboration, de la coopération que nous avons avec Monte Paschi au travers de notre filiale commune en assurance vie qui, en 2011, a, en termes de résultats, de profits, donné exactement ce que nous attendions. Notre métier, c'est l'assurance. Ça n'est pas d'augmenter notre exposition ou nos participations au capital de banques en Italie ou ailleurs. Oui, pardon. Oui, Florence Labruyère, je suis collaboratrice du journal Libération. J'ai une question sur la Hongrie, plus particulièrement. C'est un tout petit pourcentage de votre chiffre d'affaires, donc ça n'impacte pas vraiment vos résultats. Mais c'est quand même des pertes importantes pour un petit pays. Je voulais savoir si vous avez été surpris par l'importance de ces pertes. Et puis, est-ce que vous craignez que la nationalisation des fonds de pension obligatoires, est-ce que cet exemple soit un précédent, serve de précédent à d'autres pays? Et puis, comment vous voyez la situation d'AXA en Hongrie à l'avenir, à terme, votre activité bancaire? Comment vous voyez le climat des affaires là-bas aussi? D'accord. Je veux dire, Jacques de Vaucleroy pourrait en reparler en détail, mais clairement, la Hongrie est une des mauvaises surprises pour nous de l'exercice 2011. Pas de notre fait, parce que nos équipes en Hongrie ont fait un travail de bonne qualité, mais parce que l'environnement politique et réglementaire s'est très violemment dégradé. Il y a eu, comme vous le disiez, une nationalisation des fonds de pension et il y a eu une, comment dirais-je, conversion forcée d'un certain nombre de prêts bancaires. Nous déplorons très profondément cette situation. Nous avons d'ailleurs, comme l'ensemble des institutions financières présentes sur ce territoire, fait état de nos très graves préoccupations à la Commission européenne et aux autorités politiques. Et nous considérons que la Hongrie est un territoire dans lequel il n'est pas souhaitable d'investir pour le moment. Oui, bonjour.
c'est Chris Nicholson de Bloomberg News. Vous êtes sur le comité directeur des créditeurs privés à la Grèce. Est-ce que vous pourriez me dire où nous en sommes? Est-il trop tard pour sauver la situation? Je n'ai pas de commentaire particulier à faire au-delà de ce qui a été dit sur l'effort des créanciers privés auxquels nous sommes prêts à participer. Il me semble que la négociation actuelle est maintenant dans une phase politique où il s'agit de savoir si les institutions publiques, et notamment la Banque centrale européenne, sont prêtes à faire des efforts pour boucler le plan de sauvetage et amener le ratio de la Grèce à un, je dirais, niveau soutenable pour le long terme. Et deuxièmement, c'est une discussion politique parce qu'il est assez légitime de savoir si la Grèce est réellement prête à s'engager à faire des efforts. Donc je n'ai pas de commentaire à faire au-delà de cela. Nous suivons cela avec intérêt. Bonjour, Thomas Carla pour la GFI. J'ai deux questions totalement différentes. La première concerne l'activité de variable annuities aux États-Unis. Si je ne dis pas de bêtises, c'est au moins la deuxième année où vous rencontrez justement des problèmes en termes de couverture de ces produits. Donc quel est l'avenir véritablement de ces produits à moyen ou long terme sur le marché de l'assurance vie? Deuxième question, AXA Private Equity est en mode de cession depuis plusieurs mois. Où en est ce dossier? Quel est votre calendrier pour finaliser une opération? D'accord. Sur les variable annuities, je crois qu'il faut regarder les choses avec un certain recul. Le métier des assureurs, c'est de donner des garanties. Si ces garanties ne nous coûtaient jamais rien, de quelle utilité seraient-elles aux clients? En assurance dommage, vous n'êtes pas surpris, quand il y a une tempête, de voir les résultats baisser. En assurance vie, sur des produits d'épargne sur lesquels on a donné des garanties, quand il y a une tempête financière, il ne faut pas s'étonner de voir les résultats baisser. Les produits variable annuities, ils ont perdu de l'argent en 2008, année d'une tempête financière particulièrement violente avec Lehman Brothers, et en 2011, année de tempête financière particulièrement violente avec la crise des dettes souveraines et ce qui s'est passé cet été. Toutes les autres années depuis qu'ils existent, ils ont gagné de l'argent. Dans la tempête financière de cette année, ils ont perdu 2 fois moins d'argent que dans la tempête précédente, ce qui montre que nous avions corrigé un certain nombre de mécanismes, j'allais dire améliorer le pricing, améliorer la souscription. Donc quel est l'avenir de ces produits? Jacques de Vaucleroy en a parlé tout à l'heure. Ils représentent aujourd'hui une fraction plus faible de notre chiffre d'affaires. Ils ont été repricés et ils consomment moins de capital et ils sont moins risqués. On en a amélioré le profil, on a tiré les leçons de la crise. Voilà. Encore une fois, il n'est pas anormal quand on est dans une activité d'assurance que quand il y a des perturbations violentes, tel ou tel segment d'activité porte la marque de ces perturbations ou de ces secousses. C'est pour ça que nous avons adopté un business model diversifié en termes de produits, en termes de segments de métier, en termes de géographie. Ça nous permet de mieux absorber les chocs. Votre question sur AXA Private Equity, les discussions sur le dossier se poursuivent et nous ne nous sommes fixés aucune contrainte de temps parce que c'est un dossier dans lequel il faut que l'actionnaire que nous sommes, que les équipes aient un bon fit stratégique avec ce que seront les nouveaux partenaires possibles. Donc on continue d'examiner calmement les choses et tout va bien. Madame de Guigné. Bonjour, Anne de Guigné du Figaro. C'était une question sur l'environnement politique français. Un des candidats à l'élection présidentielle a déclaré que la finance était son ennemi numéro 1. Est-ce que AXA se sent visé par la déclaration? Oui, je crois qu'il faut placer ça dans un contexte électoral. D'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir diabolisé les financiers depuis le début de la crise de 2008. Je le déplore très profondément parce que les financiers, ils ne sont que le tuyau qui permet d'acheminer l'eau, qui est le financement nécessaire à la croissance de la récolte. L'eau, c'est l'épargne, c'est la vie, c'est ce qui permet le développement économique. Il faut prendre garde qu'en diabolisant trop les financiers, le robinet ne finisse par se fermer et qu'ensuite on est très profondément à le déplorer.
C'est une caractéristique très commune des périodes de crise que de chercher des boucs émissaires. Je crois qu'il faut aujourd'hui plus sérieusement s'interroger sur quelles sont les politiques économiques qui permettront aux pays développés de résister au changement du monde, parce que nous parlons de crise, mais les pays émergents, ils ne parlent pas de crise. La crise, elle est pour ceux qui ne sauront pas s'adapter. Et pour savoir s'adapter, il faut être prêt à faire des réformes de structure. Donc je suis plus intéressé par ce qui se dit sur les nécessaires réformes de structure que par ce que sont les joutes verbales assez classiques et d'assez court terme. Oui, bonjour, Estelle Durand, l'Argus de l'assurance. Pour rester sur la France, comment avez-vous réagi au rapport de la Cour des comptes sur l'assurance vie? Avec sérénité. Je crois qu'il faut avoir sur l'assurance vie une vue simple. C'est un des seuls produits d'épargne de long terme. Notre pays, comme l'Europe, ont un avantage compétitif assez rare. Je veux dire, nous n'avons pas de pétrole, nous avons des gaz de schiste que nous ne voulons pas exploiter, mais nous avons une épargne forte, ce qui nous rapproche des pays émergents. La question est de savoir quelle utilisation nous faisons de cette épargne. L'assurance vie est un des rares produits subsistants qui permet justement d'assurer le financement à long terme de l'économie. Et il n'y aura pas de réindustrialisation, entre guillemets, sans une fiscalité de l'épargne qui permette d'orienter cette épargne vers l'investissement de long terme. Et donc ce que nous souhaitons, c'est que la fiscalité soit cohérente avec les discours. C'est-à-dire si on veut de l'investissement, si on veut de la croissance dans le pays, il faut favoriser l'épargne de long terme et l'assurance vie est un moyen de le faire. Peut-être Nicolas veut-il dire un mot sur l'évolution des flux en assurance vie pour ce qui nous concerne sur 2011 et ce que sont les premiers éléments de ce qu'on voit en 2012 ? 2011, ça a été vraiment 2 périodes jusqu'à septembre. Et puis, ce que l'on voit en 2012, c'est en fait un retour à une certaine normalité. Et là, je parle pour le marché et pour nous, puisque quand on regarde nos flux à aujourd'hui, on est en hausse de 2% par rapport à l'année dernière, en termes de chiffre d'affaires. Et les rachats qui avaient vu un pic en novembre-décembre sont revenus à des niveaux plus normaux, légèrement en hausse par rapport au taux de long terme. Donc on est sur des taux de rachat autour de 8% sur l'ensemble du portefeuille, alors qu'on avait eu un pic sur novembre-décembre. Il semble qu'à la fin du dernier trimestre 2011, on l'a vu un peu sur l'ensemble du marché, il y a eu globalement une campagne de rachat, une campagne de désendettement de la part de l'ensemble du secteur du marché, que ce soit chez les très riches ou chez les plus modestes, puisqu'on a vu en fait une décroissance des encours de crédit immobilier de 15 milliards d'euros sur le marché. Donc il est possible que au pic de la crise, nos concitoyens aient choisi de se désendetter le plus vite possible plutôt que de réinvestir. Et on voit que depuis le mois de janvier, les flux se sont remis de manière positive. Question suivante. Oui. Virginie Deneville pour la GFI, justement sur ce sujet, est-ce qu'on peut connaître la répartition de la collecte nette en assurance vie par trimestre sur 2011 ? Oui, c'est-à-dire sur la France ou sur l'ensemble du monde ? Sur la France, pardon. Oui. Nicolas. Oui, on pourra vous donner ça. Je ne l'ai pas tout de suite, mais on vous donnera ça. Oui, on va vous le donner. Mais ce qu'il faut noter qui est important, c'est que la proportion d'unités de compte a extrêmement bien résisté. Ce qui est un élément intéressant sur la solidité des réseaux du groupe, parce que nous pensons aujourd'hui que pour les clients, il est intéressant d'investir en unités de compte s'ils ont une perspective de long terme.
et l'efficacité de nos agents, qu'il s'agisse des agents généraux ou des agents spécialisés, prévoyance patrimoine, nous semble avoir fait sa démonstration l'année dernière. Oui, là, sur le début de l'année, on est à 25% en unité de compte sur nos réseaux propriétaires. Question suivante. Y a-t-il des questions au téléphone? Non? S'il n'y a plus de questions, pas de regrets, ni à droite ni à gauche, ni au fond de la salle, comme on dit dans les maisons d'enchères. Eh bien, dans ces cas-là, je vous remercie et je vous propose d'ajourner la séance.